Imaginez que vous courez un marathon. Vous êtes en tête, la ligne d'arrivée est en vue, et soudain, vous vous arrêtez pour refaire vos lacets alors qu'ils sont déjà serrés. Pourquoi? Pourquoi cette petite voix dans votre tête vous murmure-t-elle que vous ne méritez pas de gagner au moment même où vous allez réussir? C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage, ce poison invisible qui transforme vos rêves en regrets. Aujourd'hui, on brise ce cycle. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler comment désarmer votre pire ennemi, vous-même. Prêt à enfin gagner? Leçon 1. Identifiez votre déclencheur de peur. L'autosabotage est une énigme psychologique qui, à première vue, semble totalement irrationnelle. Pourquoi détruirions-nous délibérément ce que nous avons mis tant de temps à construire? La réponse réside dans la fonction primaire de notre cerveau, la survie et non le bonheur. Pour votre subconscient, l'inconnu représente un danger potentiel. Même si votre situation actuelle est médiocre, elle est prévisible et donc sécurisée selon vos instincts primaires. Lorsque vous commencez à approcher d'un succès tangible, votre système d'alarme interne se déclenche, car le succès apporte des changements, des responsabilités nouvelles et un regard extérieur accru. C'est ici que l'autosabotage intervient comme un mécanisme de défense, une tentative mal avisée de vous ramener dans la zone familière de l'échec ou de la stagnation, là où rien ne peut vous surprendre. Pour briser ce cycle, vous devez devenir un observateur méticuleux de vos propres comportements. Le déclencheur de peur n'est pas toujours une panique évidente. Il se manifeste souvent par des micro-comportements subtils. C'est ce café supplémentaire que vous prenez pour éviter de commencer un rapport important, ou cette dispute que vous déclenchez avec votre partenaire au moment précis où votre relation devient sérieuse. En identifiant le moment exact où la résistance apparaît, vous retirez le pouvoir au subconscient. Vous commencez à réaliser que votre procrastination n'est pas un défaut de fabrication ou un manque de volonté, mais un signal indiquant que vous êtes en train de franchir une frontière vers une version plus épanouie de vous-même. L'échec est souvent perçu comme un terrain confortable parce que nous avons appris à le gérer. Nous savons comment nous plaindre, comment justifier nos manques et comment obtenir de la sympathie. Le succès, en revanche, nous expose. Il nous oblige à maintenir un niveau de performance et à affronter le jugement des autres sans l'excuse du « je n'ai pas vraiment essayé ». En reconnaissant que votre peur est liée à la perte de vos anciennes béquilles, vous pouvez choisir d'avancer malgré l'inconfort. Il s'agit de transformer la peur de l'inconnu en une curiosité active, en acceptant que la croissance nécessite inévitablement de quitter le port sécurisé de vos anciennes limites. Leçon 2. Réécrivez votre dialogue intérieur. La qualité de votre vie est directement proportionnelle à la qualité des questions que vous vous posez et des affirmations que vous entretenez. La plupart d'entre nous hébergent un critique intérieur dont la férocité serait jugée inacceptable si elle venait d'une tierce personne. Ce dialogue interne n'est pas une simple bande sonore en arrière-plan. C'est le script qui dirige votre réalité biologique. Chaque pensée négative déclenche une cascade hormonale de stress, comme le cortisol, qui inhibe les fonctions cognitives supérieures de votre cortex préfrontal. En vous disant que vous êtes incapable, vous paralysez physiquement votre capacité à trouver des solutions, créant ainsi une prophétie auto-réalisatrice. Le passage de « je ne suis pas capable » à « je suis en train d'apprendre » n'est pas une simple astuce de psychologie positive. C'est une application de la neuroplasticité. Votre cerveau est malléable et il renforce les connexions neuronales que vous utilisez le plus souvent. En changeant délibérément votre langage, vous commencez à recabler vos circuits cérébraux. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de reformuler votre relation avec elles. Au lieu de voir un obstacle comme une preuve de votre incompétence, voyez-le comme une donnée nécessaire à votre processus d'apprentissage. Ce changement sémantique réduit la charge émotionnelle liée à l'effort et vous permet de rester engagé plus longtemps. La bienveillance envers soi-même est souvent confondue avec de la complaisance ou de la faiblesse, alors qu'elle est en réalité l'outil le plus puissant pour la performance durable. Un ami qui vous encourage après un échec vous donne l'énergie de recommencer,
Un ennemi qui vous insulte vous pousse à l'abandon. Devenez cet ami pour vous-même. Chaque matin, le choix des mots que vous utilisez pour décrire votre journée à venir détermine votre posture mentale. En remplaçant les impératifs comme « je dois » par des opportunités comme « je choisis », vous reprenez le contrôle sur votre autonomie. Vous n'êtes plus la victime de vos obligations, mais l'architecte de vos actions. Leçon 3. Célébrez les micro-victoires. L'auto-saboteur est un expert en sabotage par l'accablement. Il adore vous voir fixer des objectifs si monumentaux qu'ils semblent insurmontables dès le premier jour. Cette stratégie permet au cerveau de justifier l'abandon. C'est trop dur, ce n'est pas pour moi. Pour contrer cela, vous devez adopter la stratégie de la granularité extrême. Une ambition grandiose doit être décomposée en étapes si petites qu'elles deviennent presque ridicules. Si votre objectif est d'écrire un livre, commencez par écrire une seule phrase par jour. L'objectif n'est pas la production immédiate, mais la création d'un élan et la reconstruction de la confiance en votre capacité à exécuter une tâche. Chaque petite victoire, aussi insignifiante soit-elle, déclenche une libération de dopamine, le neurotransmetteur de la récompense. C'est ce carburant chimique qui motive le cerveau à répéter l'action. En célébrant consciemment ces micro-victoires, vous envoyez un message clair à votre subconscient. Je suis quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend. Ce processus change votre identité profonde au fil du temps. Vous passez de l'image d'un procrastinateur chronique à celle d'un réalisateur méthodique. La répétition de ces petits succès crée une preuve tangible qui vient contredire vos vieilles croyances limitantes, rendant l'auto-sabotage de moins en moins crédible à vos propres yeux. L'accumulation de ces moments de réussite crée ce qu'on appelle l'effet momentum. Dans la physique du succès, le plus difficile est toujours de vaincre l'inertie initiale. Une fois que vous avez enchaîné 10 jours de petites actions réussies, la résistance psychologique diminue drastiquement. Vous commencez à protéger votre série de succès comme un trésor précieux. Cette approche protège également votre système nerveux de l'épuisement. Au lieu de viser un sprint épuisant vers un sommet lointain, vous vous concentrez sur le prochain pas. C'est cette constance, alimentée par la satisfaction de micro-étapes franchies, qui finit par transformer les rêves lointains en réalité concrète et durable. Leçon 4. Accepter l'imperfection. Le perfectionnisme est souvent porté comme une médaille d'honneur, alors qu'il s'agit en réalité d'un bouclier psychologique contre le jugement. C'est la forme la plus sophistiquée d'auto-sabotage car elle se déguise en ambition noble. En exigeant la perfection, vous vous donnez une excuse permanente pour ne jamais soumettre votre travail au monde réel. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas fini. Et si ce n'est pas fini, personne ne peut vous rejeter ou vous critiquer. C'est une prison dorée où l'on reste occupé à polir des détails insignifiants pendant que les opportunités passent. La quête de perfection est le moteur de l'immobilité. Pour vaincre ce piège, vous devez adopter le mantra de l'excellence imparfaite. L'action est supérieure à la réflexion stérile. Un projet terminé, même s'il comporte des défauts, possède une valeur intrinsèque car il existe dans le monde physique. Il peut être testé, amélioré et servir de base à une version ultérieure. Une idée parfaite qui reste dans votre esprit n'a aucune valeur marchande ou émotionnelle pour autrui. En acceptant de produire du travail imparfait, vous vous donnez la permission d'échouer rapidement pour apprendre plus vite. C'est la méthode de l'itération qui mène à la véritable maîtrise, et non la contemplation solitaire d'un idéal inatteignable. L'imperfection est aussi ce qui nous rend humains et connectables. Les gens ne s'identifient pas à la perfection. Ils s'identifient à l'effort, à la vulnérabilité et au progrès. En montrant vos brouillons, vous créez une authenticité qui attire le soutien et la collaboration. Apprenez à distinguer le travail bâclé du travail suffisamment bon pour être partagé. La loi de Pareto nous enseigne que 80% des résultats proviennent de 20% de l'effort. Le perfectionnisme vous pousse à dépenser 80% de votre énergie pour les derniers 20% de détails qui ne changent souvent rien au résultat final. Libérez-vous de cette charge et visez l'impact plutôt que la netteté.
Leçon 5. Augmentez votre seuil de mérite. Chacun de nous possède ce que les psychologues appellent un thermostat interne de bonheur. C'est le niveau de réussite, de joie et d'amour que nous estimons mériter inconsciemment. Lorsque les événements de notre vie dépassent ce réglage, un sentiment d'anxiété inexplicable surgit. C'est le fameux « c'est trop beau pour être vrai ». Pour réduire cette tension cognitive, nous sabotons inconsciemment nos relations ou notre carrière pour ramener la température à un niveau qui nous est familier, même si ce niveau est synonyme de manque ou de tristesse. Augmenter votre seuil de mérite consiste à recalibrer ce thermostat pour accepter une nouvelle norme de bien-être. Ce processus commence par une pratique intentionnelle de la gratitude et de l'acceptation. Lorsque vous recevez un compliment, un bonus ou une marque d'affection, votre réflexe habituel pourrait être de minimiser l'événement ou de chercher l'anguille sous roche. Au lieu de cela, pratiquez le « merci » pur, sans justification ni autodérision. Laissez l'énergie positive s'installer en vous sans essayer de l'évacuer. Il s'agit d'entraîner votre système nerveux à tolérer des niveaux plus élevés de plaisir et de succès sans déclencher la réponse de lutte ou de fuite. Vous devez apprendre à votre corps que la sécurité peut aussi se trouver dans l'abondance et la joie. Se sentir digne de ce qui nous arrive de bien est un acte de résistance contre nos anciens conditionnements, souvent issus de l'enfance ou d'échecs passés. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour mériter le bonheur. Le mérite est une condition de votre existence, pas une récompense pour vos performances. En augmentant consciemment votre capacité à recevoir, vous cessez de voir le succès comme une anomalie fragile qui pourrait vous être retirée à tout instant. Vous commencez à voir les bonnes nouvelles comme le résultat naturel de vos efforts et de votre ouverture au monde. C'est en habitant pleinement votre réussite que vous empêchez votre esprit de chercher des moyens de la détruire. Arrêtez de s'auto-saboter, ce n'est pas devenir une autre personne, c'est enfin s'autoriser à être celle que l'on est vraiment. Vous avez maintenant les clés pour reprendre les commandes de votre vie. Ne laissez plus vos doutes conduire la voiture. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui a besoin de ce rappel aujourd'hui. Souvenez-vous, votre plus grande victoire commence au moment où vous décidez d'être dans votre propre équipe. À très vite.